Chapitre 1. Les fondations d'acier. Adam Ri avait bâti son empire à partir de rien, s'élevant des rues de Détroit jusqu'à devenir l'un des prestataires de sécurité privée les plus redoutés du Midwest. À 42 ans, ses yeux gris acier avaient vu suffisamment de trahison dans les zones de guerre et les conseils d'administration pour ne faire entièrement confiance à personne, sauf à sa famille. Sa femme, Monica, avait été son point d'ancrage pendant 15 ans, une belle femme aux cheveux auburn et aux yeux émeraudes qu'il avait soutenue lors de ses déploiements les plus sombres à l'étranger. Leur fille, Casey, aujourd'hui âgée de 16 ans, était la prunelle de ses yeux, intelligente, athlétique, et la seule personne capable de faire sourire sincèrement ce vétéran aguerri. L'entreprise de sécurité d'Adam, Ri Protection Service, était spécialisée dans les contrats à haut risque que d'autres ne voulaient pas toucher. Son équipe d'anciens militaires s'occupait de tout, de la protection des cadres à la prévention de l'espionnage industriel. Le travail était dangereux, mais suffisamment bien rémunéré pour s'offrir la vaste propriété de Birmingham Hills, où sa famille vivait confortablement. Ce qui rendait Adam vraiment dangereux n'était pas seulement sa formation militaire ou ses relations dans le monde obscur des entrepreneurs privés. C'était sa nature méthodique, sa capacité à anticiper et son intolérance absolue à la trahison. Dans son monde, la loyauté était primordiale, et la déloyauté était une condamnation à mort. Monica semblait l'avoir compris. Elle s'était intégrée à son monde en toute connaissance de cause, acceptant les longs déploiements, les ennemis dangereux et le besoin d'une sécurité constante. Elle avait élevé Casey pendant qu'Adam était à l'étranger, gérant leur vie sociale et conservant l'image parfaite d'une épouse de militaire dévouée. Brandon Douglas, associé d'Adam depuis 3 ans, était un ancien Navy SEAL qui avait rejoint Ri Protection Service après une démobilisation déshonorante dans des circonstances qu'il n'a jamais pleinement expliquées. Grand, charismatique et redoutable, Brandon gérait les opérations de l'entreprise sur la côte ouest, tandis qu'Adam se concentrait sur le Midwest. Les deux hommes s'étaient mutuellement sauvé la vie à plusieurs reprises lors d'opérations conjointes. Brandon était le parrain de Casey, un invité régulier à dîner, et quelqu'un qu'Adam considérait comme plus proche qu'un frère. Dans le monde d'Adam, fait de loyauté changeante et d'alliances temporaires, Brandon Douglas était l'une des rares constantes auxquelles il s'était autorisé à accorder une confiance totale. Cette confiance, Adam allait bientôt l'apprendre, avait été la plus grosse erreur de sa vie. Les signes avant-coureurs avaient été subtils, l'attention accrue de Monica à son apparence, des voyages plus longs pour rendre visite à sa sœur en Californie, et des appels téléphoniques chuchotés qui s'interrompaient brusquement à l'entrée d'Adam. Mais Adam avait été distrait par un contrat particulièrement complexe impliquant un milliardaire de la tech recevant des menaces de mort, et il avait pris ses instincts pour de la paranoïa née de trop nombreuses années en territoire hostile. Casey avait lui aussi un comportement étrange. Replié sur lui-même et lunatique, d'une manière qui dépassait la rébellion adolescente habituelle. Elle avait cessé de participer aux repas de famille, passant le plus clair de son temps enfermé dans sa chambre ou avec des amis qu'Adam ne connaissait pas. Lorsqu'il essayait de la joindre, elle le repoussait en prétextant le stress scolaire et les problèmes sociaux. L'univers d'Adam reposait sur la collecte de renseignements et l'évaluation des menaces. Sa maison était équipée des mêmes systèmes de sécurité qu'il avait installés pour ses clients les plus paranoïaques, caméras, micros et logiciels de surveillance capables de surveiller le moindre mouvement dans un rayon de 5 mètres. Il s'était toujours dit que c'était pour se protéger, mais au fond, il savait aussi que c'était parce qu'il ne faisait entièrement confiance à personne. Ce réseau de surveillance installé pour protéger sa famille des menaces extérieures allait bientôt révéler que le plus grand danger avait toujours été de vivre sous son propre toit. Chapitre 2. La dislocation. L'appel arriva un mardi soir, alors qu'Adam visionnait les images de sécurité de l'entrepôt d'un client. La voix à l'autre bout du fil était bourrue, professionnelle, manifestement celle des forces de l'ordre. Monsieur Ri, ici l'inspecteur Ralph Ross de la police de Birmingham. Vous devez rentrer immédiatement. Un incident a eu lieu concernant votre famille. Le sang d'Adam se glaça. Sa main se porta instinctivement vers le Glock rangé sous sa veste. Quel genre d'incident? Sont-elles blessées? Monsieur, je ne peux pas discuter des détails au téléphone, mais votre femme et votre fille sont saines et sauves. Cependant, il y a un problème à votre domicile qui requiert votre attention immédiate. Je ne suis pas autorisé à en dire plus, mais quand vous verrez ce qui se passe, vous comprendrez pourquoi nous avons dû vous appeler. Les 20 minutes de route qui nous séparaient de la maison nous semblaient être les nôtres. Adam imagina toutes les possibilités. Violation de domicile, tentative d'enlèvement, menace terroriste. Son entreprise s'était fait des ennemis au fil des ans, et il avait toujours su qu'un jour quelqu'un pourrait tenter de l'atteindre par l'intermédiaire de sa famille.
Mais rien ne l'avait préparé à ce qu'il découvrit en s'engageant dans son allée circulaire. 3 voitures de police étaient garées devant sa porte d'entrée. Leurs gyrophares rouges et bleus projetaient des ombres inquiétantes sur la pelouse impeccable. L'inspecteur Ross, un homme corpulent d'une 50aine d'années, s'approcha de l'escalade noire d'Adam dès qu'il en sortit. « Monsieur Ri, je veux que vous restiez calme. »« Que allez-vous voir ?»« Eh bien, ce n'est pas ce qu'un mari devrait voir. » Adam serra les dents. « Dites-moi simplement ce qui se passe. Votre femme et votre associé, Brandon Douglas, sont à l'intérieur. Ils sont ensemble, monsieur, dans une position compromettante. Nous avons reçu un appel concernant une activité suspecte. Et lorsque nous avons enquêté, ces mots ont frappé Adam comme une balle de sniper en pleine poitrine. Le monde a semblé basculer lorsque le sens des paroles de l'inspecteur est devenu clair. Monica, Brandon, ensemble. Où est ma fille? La voix d'Adam était d'un calme mortel. Elle est dans sa chambre. Elle semble avoir été au courant de la situation. Nos agents lui ont parlé brièvement. Elle les couvre, monsieur Ri. D'après sa déclaration, cela dure depuis plus d'1 an. Plus d'1 an. Alors qu'Adam risquait sa vie pour subvenir aux besoins de sa famille, sa femme le trahissait avec son meilleur ami, et sa fille, sa précieuse Casey, les aidait à le cacher. Adam bouscula le détective et se précipita vers sa porte d'entrée. La scène qui l'attendait dans son salon resterait gravée à jamais dans sa mémoire. Monica et Brandon, partiellement vêtus, se précipitant pour se couvrir sur le canapé où Adam avait regardé d'innombrables films en famille avec Casey. Le visage de Monica devint blanc en le voyant. « Adam, je peux t'expliquer. »« Ne le fais pas. » La voix d'Adam trancha l'air comme une lame. Sa main se dirigea instinctivement vers son arme, mais la présence des policiers le força à se contrôler. « Ne dis pas un mot. » Brandon eut au moins la décence d'avoir l'air honteux. L'homme qui avait autrefois sauvé la vie d'Adam à Kandahar ne pouvait soutenir son regard. « Adam, je n'ai jamais voulu que ça arrive comme ça. Tu n'as jamais voulu te faire prendre. Tu veux dire ?» Les yeux gris d'Adam étaient de glace. « Combien de temps, Adam ? » « S'il vous plaît, » commença Monica. « Je ne vous parlais pas », son regard se fixa sur Brandon. « Depuis combien de temps êtes-vous ma femme chez moi ?» L'inspecteur s'avança. « Monsieur Ri, je comprends que ce soit difficile, mais il faut rester courtois. » Adam l'ignora. 14 mois, finit par admettre Brandon. Tout a commencé quand vous étiez en Somalie pour le contrat Petro. 14 mois. L'esprit d'Adam se mit aussitôt à calculer. Chaque voyage d'affaires, chaque nuit tardive au bureau, chaque fois qu'il faisait confiance à Brandon pour s'occuper de sa famille pendant son absence, la trahison n'était pas seulement personnelle. Elle était professionnelle, stratégique et totale. Et ma fille savait que la voix d'Adam était à peine plus qu'un murmure. Monica a retrouvé sa voix. Elle nous a surpris il y a 6 mois. Nous avons expliqué que nous étions amoureux, que nous n'avions pas voulu que cela arrive. Elle a compris. Elle a compris. Le contrôle d'Adam a finalement craqué. Elle a 16 ans. Vous avez fait de mon enfant la complice de votre trahison. Le salon se tut, à l'exception du grésillement des radios de la police. Adam se tenait là, entouré des décombres de sa vie, sentant une vague de froid et de prédateur s'éveiller en lui. Ce n'était pas seulement une infidélité. C'était une conspiration qu'il avait ridiculisée pendant plus d'1 an. En zone de guerre, Adam avait appris à réprimer ses émotions et à réfléchir tactiquement sous le feu. Cet entraînement commençait à faire effet. Son visage se transforma en un masque de froideur calculatrice tandis qu'il observait la scène. Sa femme, son partenaire, les policiers témoins de son humiliation. « Où est Casey maintenant » demanda-t-il à l'inspecteur Ross. « En haut, dans sa chambre. » Elle est assez secouée. Adam hocha lentement la tête. « Je veux qu'il sorte de chez moi ce soir. » « Adam, il faut qu'on en parle » supplia Monica. « On peut trouver une solution. » « Non. » La voix d'Adam était définitive. « On a fini de parler. Vous avez 1 heure pour faire vos bagages et partir. » Tous les deux. Alors que les policiers commençaient à se disperser, Monica et Brandon se dépêchèrent de monter à l'étage pour rassembler leurs affaires. Adam se tenait seul dans son salon, les yeux rivés sur le canapé où son monde avait été détruit. Mais sous la rage et la douleur, quelque chose d'autre se préparait, une fureur froide et méthodique que ses ennemis,
dans 3 zones de guerre différentes, avait appris à craindre. Adam Ri avait déjà été trahi, et il avait toujours fait payer ses traîtres. Cette fois-ci, ce ne serait pas différent. Cette fois-ci, ce serait simplement plus personnel. Chapitre 3. L'ampleur de la trahison. Le lendemain matin, Adam était assis dans son bureau à la maison, examinant les preuves que son système de sécurité avait automatiquement compilées. Des années d'enregistrement de surveillance racontaient une histoire qui lui retournait l'estomac. Des moments intimes entre Monica et Brandon remontant à 15 mois. Casey faisant le guet. Des dîners de famille où les 3 conspirateurs échangeaient des regards entendus, tandis qu'Adam restait inconscient. Mais ce sont les documents financiers qui lui ouvrirent véritablement les yeux sur l'ampleur de leur trahison. Monica avait systématiquement vidé leur compte joint, transférant de l'argent sur un compte aux îles Caïmans. Près de 800 000 $ avaient disparu au cours de l'année écoulée. L'argent qu'Adam avait gagné au prix du sang et des risques, reposait désormais sur un compte offshore portant le nom de Monica et la signature de Brandon comme co-bénéficiaire. Les documents commerciaux étaient encore pires. Brandon avait utilisé sa position chez Risk Protection Service pour voler des clients, copier des fichiers confidentiels et créer une entreprise concurrente sous une société écran. 3 des contrats les plus lucratifs d'Adam étaient mystérieusement allés à Vanguard Security Solutions, une société qui n'existait que sur le papier, mais qui était clairement l'entreprise de Brandon. L'implication de Casey était plus profonde qu'Adam ne l'avait imaginé. Les relevés téléphoniques montraient qu'elle fournissait à Brandon des informations sur les déplacements d'Adam, ses réunions, et même ses humeurs et ses soupçons. Des SMS entre Casey et Monica révélaient une fille qui s'était retournée contre son père. Convaincu qu'Adam était un homme dangereux et autoritaire qui ne méritait ni loyauté ni amour. C'est un tueur, maman. Un message disait, Brandon a raison. On sera plus en sécurité loin de lui. Adam serra les poings autour de sa tasse. Il le présentait comme le méchant de leur récit, justifiant leur trahison en diabolisant l'homme qui les avait soutenus, protégés et aimés inconditionnellement. Un coup frappé à sa porte interrompit son enquête. Adam ouvrit et trouva Jesse Frederick, son chef de la sécurité et son plus proche allié. L'ancien marine avait servi avec Adam en Afghanistan et était l'une des rares personnes à connaître l'étendue des capacités d'Adam. « Patron, on a des problèmes », dit Jesse en entrant dans le bureau avec un épais dossier. Brandon a vidé le compte Vanguard hier, a tout retiré en espèces et a disparu. Et ce n'est pas tout. Jesse a éparpillé des documents sur le bureau d'Adam. Il vendait nos renseignements opérationnels à des concurrents. Liste de clients, protocole de sécurité, dossier personnel, tout. Certains de nos gars ont reçu des menaces de mort de la part de personnes qui connaissent des détails que seul Brandon aurait pu fournir. Adam étudia les preuves, son esprit s'interrogeant déjà sur les implications. Ce n'était pas seulement une infidélité et un vol. C'était une trahison qui avait mis la vie de ses employés en danger. Il y a plus, poursuivit Jesse. J'ai retrouvé l'inspecteur qui vous a appelé hier. Ralph Ross. C'est le cousin de Monica. Toute cette histoire était un coup monté. Patron, il voulait que vous les retrouviez ensemble. Pourquoi, demanda Adam, même s'il élaborait déjà ses propres théories. À mon avis, il voulait que vous soyez le méchant. Monica demande le divorce, alléguant des violences et craignant pour sa sécurité. Brandon disparaît avec l'argent tandis que Monica prend la moitié de l'accord. Pendant ce temps, Casey témoigne de votre caractère effrayant et violent, vous dépeignant comme un père indigne. Adam rit, mais il n'y avait aucune trace d'humour. Ils m'ont sous-estimé. Ils le font toujours, patron. La question est, où est le piège? Adam se leva et se dirigea vers son coffre-fort mural, récupérant un téléphone satellite sécurisé et plusieurs faux passeports, des outils de son métier dont la plupart des gens ignoraient l'existence. Son réseau de contacts comprenait des mercenaires, des agents des services secrets et des criminels qui lui devaient des faveurs après des années passées dans le monde de l'ombre des contrats militaires privés. Brandon pense qu'il peut disparaître avec mon argent et repartir de zéro, dit Adam. Monica pense qu'elle peut détruire ma réputation et prendre tout ce que j'ai construit. Casey pense qu'elle peut trahir son père sans en subir les conséquences. Il se tourna vers Jesse et, pour la première fois depuis qu'il avait découvert la trahison, Adam sourit. C'était une expression froide et prédatrice, la dernière chose que beaucoup d'ennemis avaient vue. Ils ont tous tort. J'ai passé 20 ans à apprendre à traquer ceux qui ne veulent pas être trouvés. J'ai mis fin à des carrières, détruit des vies et fait disparaître des organisations entières lorsqu'ils m'ont trahi.
Le fait que ces trois-là pensent pouvoir trahir Adam Ri et simplement s'en aller me montre qu'ils n'ont jamais vraiment su à qui ils avaient affaire. Jessie hocha la tête d'un air sombre. Que me voulez-vous? Commencez par Brandon. Je veux savoir où il est. Avec qui il était et à quelles ressources il a accès. Utilise le réseau guatémaltèque. Ces garçons sont spécialisés dans la recherche de personnes disparues. Adam a sorti une carte détaillée des États-Unis et a commencé à marquer des emplacements. Monica tentera d'établir sa résidence dans une juridiction interdisant l'extradition ou dans un État aux lois favorables au divorce. Elle devra éventuellement accéder à ce compte au Caïmans, ce qui signifie qu'elle fera surface dans un grand centre financier. Surveille Miami, New York et Los Angeles. Et Casey? Demanda Jessie. Le visage d'Adam s'assombrit. Casey a fait son choix en décidant de trahir son père. À 16 ans, elle est assez grande pour comprendre les conséquences. Je ne laisserai pas les liens familiaux protéger quelqu'un qui a activement œuvré à ma destruction. Au cours des heures suivantes, Adam a activé un réseau de contacts dont la plupart des gens n'imaginaient pas l'existence. Anciens agents des forces spéciales, agents des services de renseignement, organisations criminelles et fonctionnaires corrompus, tous des gens qui devaient des faveurs à l'homme qui les a aidés dans leurs heures les plus sombres. Le soir, Adam avait un plan détaillé pour détruire systématiquement les trois personnes qu'il avait trahies. Ce serait méthodique, impitoyable et absolument définitif. Monica, Brandon et Casey avaient commis l'erreur de croire qu'ils avaient affaire à un mari et père au cœur brisé. Ils étaient sur le point d'apprendre qu'ils avaient déclaré la guerre à l'un des hommes les plus dangereux d'Amérique. La traque allait commencer. Chapitre 4. Le réseau s'éveille. 3 jours après la confrontation, le réseau d'Adam commença à fournir des résultats. Le premier appel provenait d'Oliver Wood, un ancien agent de la CIA qui dirigeait désormais une société de renseignement privée à Miami. Votre femme est en ville. La voix grave d'Oliver résonnait dans le téléphone crypté. Elle séjourne au Four Seasons sous le nom de Monica Sherman, utilisant son nom de jeune fille. Elle a rencontré hier un avocat spécialisé en divorce, Julius Lloyd de Lloyd & Associates, un cabinet haut de gamme spécialisé dans le démantèlement des maris fortunés. Adam prenait des notes sur une tablette sécurisée. Qu'en est-il du compte Caïman? Elle a essayé d'y accéder, mais il y a un problème. Il s'avère que votre partenaire était plus intelligente qu'elle ne le pensait. Le compte exige les 2 signatures pour tout retrait supérieur à $50 000, et Brandon est complètement dans l'ombre. Elle peut accéder à de petites sommes pour ses dépenses courantes, mais la majeure partie de l'argent est bloquée. Une froide satisfaction s'installa dans la poitrine d'Adam. La cupidité de Brandon avait créé le piège parfait. Monica se retrouvait avec des ressources limitées, tandis que Brandon avait disparu avec tout le reste. Surveille-la, ordonna Adam. Je veux connaître toutes les personnes qu'elle rencontre, chaque appel qu'elle passe, chaque mouvement qu'elle prépare. Le deuxième appel provenait de Glenn Chung, un ancien rangé de l'armée qui travaillait désormais en freelance en Asie du Sud-Est. La spécialité de Glenn était de traquer les personnes disparues dans le milieu criminel. J'ai trouvé ton partenaire. Glenn a signalé que Brandon Douglas se trouvait à Bangkok dans une planque appartenant à un trafiquant d'armes russe nommé Alfonso Orozco. Il a 3 millions en liquide et semble préparer un gros coup. Adam se glaça. 3 millions, c'était bien plus que ce que Brandon aurait pu voler sur leur compte. Quel genre de gros coup? Il a rencontré des groupes de mercenaires, acheté des armes et monté ce qui ressemble à une opération militaire privée. La rumeur court qu'il envisage d'éliminer quelqu'un aux États-Unis. Quelqu'un qui représente une menace pour sa nouvelle vie. Adam en a immédiatement pris conscience. Brandon ne se contentait pas de fuir. Il comptait revenir et achever ce qu'il avait commencé, éliminer la seule personne susceptible de révéler son vol et sa trahison. Combien de temps me reste-t-il? Demanda Adam. 2 semaines, à mon avis. Il est en train de constituer une équipe de sous-traitants spécialisés dans la résolution définitive des problèmes. Adam retrouva le calme familier d'avant la bataille. Il ne s'agissait plus seulement de se venger d'une trahison. Il s'agissait de survivre. Brandon était passé du vol à la tentative de meurtre, ce qui avait tout changé. Le troisième renseignement provenait d'une source inattendue. Mohamed Moses, un pirate informatique qui devait une faveur à Adam suite à un travail en Syrie, surveillait l'empreinte numérique de Casey. Ce qu'il avait découvert était inquiétant. Casey n'était pas seulement une adolescente innocente prise entre 2 feux. Elle participait activement à la planification de la chute d'Adam.
Des SMS révélaient qu'elle avait été en contact avec plusieurs ennemis d'Adam, leur fournissant des informations détaillées sur ses procédures de sécurité, son quotidien et ses vulnérabilités psychologiques. Plus troublante encore était ses activités en ligne. Casey avait effectué des recherches sur le dossier militaire de son père, ses activités commerciales et ses relations personnelles. Elle avait constitué un dossier détaillé, précieux pour quiconque planifiait une opération contre lui. Mais la découverte la plus glaçante fut un appel vidéo entre Casey et Brandon, enregistré 3 jours plus tôt. Dans cet appel, Casey avait fourni à Brandon des informations en temps réel sur les déplacements et l'état émotionnel d'Adam après la confrontation. Il est plus faible que jamais. Casey avait dit à Brandon, c'est le moment idéal pour agir. Il fait confiance à Jessie, mais il ne me soupçonne absolument pas. Je peux te fournir tous les renseignements dont tu as besoin. Adam regardait la vidéo avec une horreur croissante. Ce n'était pas un adolescent désemparé. Il s'agissait d'un participant volontaire à un complot visant à le détruire. Casey avait été complètement transformé, considérant son père comme un ennemi à éliminer plutôt que comme un parent à aimer. Ce soir-là, Adam convoqua une réunion avec ses derniers employés fidèles. Jessie Frédéric arriva avec Steve Vincent et Charles Carvey, 2 autres anciens contractuels militaires qui avaient travaillé avec Adam pendant des années. Ils se réunirent dans la salle de conférence sécurisée d'Adam, une chambre insonorisée équipée de dispositifs de brouillage pour empêcher la surveillance électronique. Messieurs, commença Adam. Il ne s'agit plus de simples infidélités et de vols. Il s'agit d'un complot actif visant à m'éliminer et à prendre le contrôle de mon organisation. Brandon Douglas est passé aux opérations et prévoit de revenir avec une équipe d'intervention. Il partagea les renseignements qu'il avait recueillis, voyant leur visage s'assombrir à mesure que l'ampleur de la trahison devenait évidente. Alors, quel est le plan, patron, demanda Steve. C'était un ancien agent de la Delta Force qui n'avait jamais reculé devant un combat. On va leur donner ce qu'ils veulent, dit Adam. Ils pensent que je suis brisé, distrait par un traumatisme personnel et que je ne réfléchis pas de manière tactique. Ils s'attendent à ce que je réagisse émotionnellement, que je commette des erreurs qui leur ouvriront des opportunités. Adam se leva et activa un grand écran numérique affichant une carte des États-Unis avec plusieurs lieux marqués en rouge. Au lieu de cela, nous allons les laisser croire qu'ils gagnent pendant que nous les anéantissons systématiquement. Monica se croit en sécurité à Miami, protégée par des avocats et la distance. Brandon se croit intouchable à Bangkok, préparant son retour. Casey se croit plus intelligente que son père et fournit des renseignements à mes ennemis. La carte zooma sur des endroits précis. Tandis qu'Adam continuait, Monica sera la première. Elle est vulnérable, exposée et dépendante de ressources auxquelles elle n'a pas pleinement accès. Nous allons la désespérer, la forcer à commettre des erreurs qui révéleront la chronologie de Brandon et l'implication totale de Casey. Et Bangkok, demanda Charles. Brandon dispose désormais d'une puissance de feu considérable. Le sourire d'Adam était prédateur. Bangkok est le territoire d'Alfonso Orozco et Alfonso me doit une faveur importante. Une faveur qu'il cherchait un prétexte pour me la rendre. Brandon pensait louer une protection. En fait, il s'est confié à l'un de mes plus anciens alliés. Jessie se pencha en avant. Et Casey, l'expression d'Adam devint froide. Casey a choisi d'être mon ennemi. À la guerre, on ne fait pas d'exception pour la famille. On fait des traîtres des exemples pour que les autres connaissent le prix de la trahison. Au cours de l'heure qui suivit, Adam élabora un plan détaillé visant à détruire systématiquement les 3 personnes qu'il avait trahies. C'était impitoyable, méthodique et absolument définitif. À la fin, Monica, Brandon et Casey comprendraient le véritable sens des conséquences. Le jeu était passé de la vengeance à la guerre, et Adam Ri n'avait jamais perdu une guerre. Chapitre 5. Le piège. Le premier coup d'Adam contre Monica fut subtil mais dévastateur. Grâce à ses relations dans le milieu du renseignement financier, il a déclenché un audit de l'IRS sur les activités de Monica, se concentrant plus particulièrement sur les comptes offshore et les transferts d'argent suspects. En moins de 48 heures, Monica s'est retrouvée sous le coup d'une enquête fédérale pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. La surveillance d'Oliver Wood a révélé la panique de Monica lorsque des agents fédéraux se sont présentés à son hôtel de Miami. Son puissant avocat, Julius Lloyd, a rapidement compris que la représentée nécessiterait de naviguer dans un labyrinthe de crimes financiers pouvant impliquer sa propre entreprise. Elle est désespérée, a rapporté Oliver lors de leur appel crypté suivant. Lloyd l'a laissé tomber hier, invoquant de potentiels conflits d'intérêts.
Elle dilapide ses fonds disponibles, cherche un nouveau représentant, et les autorités fédérales ont gelé les comptes qu'elles ont identifiés. Mais le coup de maître d'Adam était encore à venir. Grâce à son réseau de contacts criminels, il a fait en sorte que Monica reçoive une offre d'aide d'une source improbable, Carolina Pérez, qui prétendait être une spécialiste du recouvrement de fonds offshore. En réalité, Carolina était l'un des atouts d'Adam, une ancienne officier du renseignement militaire qui travaillait désormais dans l'espionnage financier. Monica, désespérée et isolée, accepta le rendez-vous. Madame Ri, dit Carolina, assise en face d'elle dans un café de Miami. Je comprends que vous ayez des difficultés à accéder à certains actifs à l'étranger. Je suis spécialisé dans l'aide aux femmes dans votre situation pour recouvrer des fonds lors de divorces litigieux. Le soulagement de Monica était visible. Pouvez-vous vraiment m'aider? J'ai de l'argent aux îles Caïmans, mais le partenaire de mon mari a disparu avec les codes d'accès. L'enquête fédérale gèle tout le reste. Absolument, lui assura Carolina. Mais j'aurai besoin d'une transparence totale sur les comptes, les transferts et toutes les personnes impliquées. Mes méthodes nécessitent des renseignements détaillés pour contourner les mesures de sécurité probablement mises en place par votre mari. La semaine suivante, Monica a fourni à Carolina un décryptage complet du complot financier, les numéros de compte bancaires, les dates de transfert, les coordonnées de Brandon et, surtout, la chronologie complète de l'affaire et du vol. Elle a également révélé le rôle de Casey dans la fourniture de renseignements et l'étendue des plans de Brandon. Tout ce que Monica a dit à Carolina a été transmis directement à Adam, lui donnant une vision complète du complot contre lui. Pendant ce temps, à Bangkok, la situation de Brandon se compliquait d'une manière qu'il ne comprenait pas. Alfonso Orozco, le trafiquant d'armes russe qui lui fournissait un refuge, avait été l'un des premiers contacts d'Adam lorsque le plan de vengeance a commencé. Votre ami américain cause des problèmes, a dit Alfonso à Adam lors d'un appel vidéo sécurisé. Il essaie de recruter mes hommes pour une opération aux États-Unis. Il prétend que vous avez tué ses amis et qu'il a besoin de protection pendant son retour en Amérique pour se venger. Adam rit d'un air sombre. Qu'il recrute qui il veut. Assurez-vous que ce soit des hommes que vous pouvez contrôler le moment venu. Bien sûr, mais il y a autre chose que vous devez savoir. Il ne planifie pas seulement de vous tuer. Il s'est renseigné sur votre fille, voulant savoir comment la retrouver par ses propres moyens. Je pense qu'il a des plans pour la jeune fille qui vont au-delà de la simple élimination. Cette révélation a glacé Adam. Les intentions de Brandon envers Casey n'étaient pas seulement stratégiques. Elles étaient personnelles et prédatrices. L'idée de ce que Brandon pourrait faire à sa fille, même à une fille traîtresse, réveilla en Adam une aura primitive et meurtrière. Garde-le en vie jusqu'à mon arrivée, dit Adam. Je veux m'occuper personnellement de Brandon. Mais d'abord, il devait s'occuper de Casey. L'enquête d'Adam sur les activités de sa fille avait révélé toute l'ampleur de sa trahison. Elle ne se contentait pas de fournir des renseignements à Brandon. Elle était en contact avec 3 organisations criminelles différentes qui nourrissaient des rancunes contre l'entreprise d'Adam. Elle leur avait fourni des protocoles de sécurité, des emplois du temps et des informations sur les clients susceptibles de faire tuer ces hommes. Plus troublant encore était le profil psychologique que Casey avait établi sur son père. En collaboration avec quelqu'un qui avait manifestement suivi une formation en guerre psychologique, elle avait identifié les déclencheurs émotionnels d'Adam, ses angles morts tactiques et les meilleures méthodes pour le manipuler. C'était le genre de renseignement qui ne pouvait provenir que d'années d'observation attentive par quelqu'un en qui il avait une confiance absolue. Adam avait donné rendez-vous à Casey à un endroit qu'elle n'aurait jamais soupçonné, la tombe de ses parents au cimetière de Woodlawn. C'était un lieu profondément chargé d'émotions pour lui, un endroit où Casey s'attendait à le voir vulnérable et déstabilisé. Elle arriva pile à l'heure, l'air nerveuse mais déterminée. À 16 ans, Casey avait hérité de la beauté de Monica, mais de l'intelligence d'Adam, une combinaison qui rendait sa trahison d'autant plus douloureuse. « Bonjour, Casey, dit Adam, debout près de la pierre tombale de son père. Papa, elle ne pouvait pas le regarder dans les yeux. Je suis désolé que tu aies dû l'apprendre comme ça. Es-tu désolé que je l'ai découvert ou désolé que tu l'aies fait? La mâchoire de Casey se serra, un geste qu'elle avait hérité de lui. Je suis désolé que tu aies rendu cela nécessaire. Tu n'es plus l'homme que je pensais que tu étais quand j'étais petite. Et quel genre d'homme suis-je maintenant? Un tueur? Un criminel? Quelqu'un qui fait du mal aux gens pour de l'argent et prétend que c'est pour les protéger. La voix de Casey devenait plus forte à mesure qu'elle parlait, comme si elle récitait des mots qu'elle avait répétés.
Maman et Brandon m'ont ouvert les yeux sur qui tu es vraiment. Adam sentit un calme glacial l'envahir. Et qui suis-je, Casey? Tu es un monstre. Un homme qui a passé tant d'années dans des zones de guerre que tu as oublié comment être humain. Maman mérite mieux que de vivre dans la peur. Et je mérite mieux qu'un père qui pourrait craquer et nous faire du mal un jour. Ces mots frappèrent Adam comme des coups physiques. Non pas parce qu'ils étaient vrais, mais parce qu'ils révélaient à quel point sa fille s'était retournée contre lui. Quelqu'un avait passé des mois, peut-être des années, à lui inculquer un récit qui le présentait comme le méchant de leur histoire familiale. Qui t'a appris à penser comme ça, Casey? Personne ne me l'a appris. Je l'ai compris moi-même en commençant à prêter attention au genre de travail que tu fais vraiment. Adam sortit son téléphone et passa la conversation enregistrée entre Casey et Brandon, la voyant pâlir tandis que sa propre voix emplissait l'air du cimetière. Il est plus faible que je ne l'ai jamais vu. C'est le moment idéal pour agir. Tu l'as compris toi-même, demanda Adam à la fin de l'enregistrement. Ou quelqu'un t'a-t-il donné des instructions très précises sur la façon de trahir ton père? Casey perdit contenance. Tu m'as espionné. Je me suis protégé de mes ennemis. Je n'aurais jamais imaginé que ma propre fille en fasse partie. La conversation qui suivit révéla toute l'ampleur de la manipulation de Casey. Brandon la manipulait depuis plus de 2 ans, la retournant peu à peu contre Adam en lui racontant des mensonges soigneusement élaborés sur son travail, sa personnalité et ses intentions. Envers leur famille. Monica avait renforcé ses récits, créant un environnement où Casey croyait sincèrement que son père représentait une menace pour leur sécurité et leur bonheur. Mais Casey était allée au-delà de la simple manipulation. Elle avait activement choisi de participer au complot, fournissant des renseignements, couvrant Monica et Brandon, et œuvrant à la destruction de l'homme qu'il avait aimé et protégé pendant 16 ans. Tu as un choix à faire, lui dit Adam alors que leur conversation touchait à sa fin. Tu peux rentrer à la maison, admettre ce que tu as fait et m'aider à comprendre l'ampleur de ce complot, ou tu peux continuer à collaborer avec des gens qui complotent pour tuer ton père. La réponse de Casey fut immédiate et définitive. Je ne peux plus te faire confiance, papa. J'ai peur de ce que tu pourrais faire à maman, à Brandon, et même à moi. Je pense qu'il vaut mieux que je reste à l'écart jusqu'à ce que tout soit terminé. Alors qu'Adam regardait sa fille s'éloigner, disparaissant dans la foule des personnes en deuil se rendant sur d'autres tombes, il sentit quelque chose de fondamental se transformer en lui. Les derniers vestiges du père aimant s'éteignirent dans ce cimetière, entièrement remplacé par le prédateur froid et calculateur qui avait survécu aux guerres et éliminé les menaces pendant 2 décennies. Casey avait fait son choix. Désormais, elle allait en subir les conséquences. Chapitre 6. Le premier sang. La campagne d'Adam contre Monica a atteint son crescendo 2 semaines plus tard lorsque des agents fédéraux ont fait irruption dans sa chambre d'hôtel à Miami à l'aube. Les preuves que Carolina avait aidé Adam à fabriquer. Les dossiers financiers soigneusement établis montrant l'implication de Monica dans le trafic d'armes et le blanchiment d'argent au profit de criminels internationaux étaient accablants. Mais le raid n'a pas abouti à l'arrestation de Monica. Cachée dans ses bagages, les agents ont trouvé un dossier détaillé sur les opérations commerciales d'Adam, les listes de clients et les protocoles de sécurité, des renseignements qu'elle avait prévu de vendre à ses concurrents. Ils ont également découvert du matériel de communication qui la reliait directement aux opérations de Brandon à Bangkok. Oliver regardait de l'autre côté de la rue Monica être emmenée menottée, sa nouvelle vie soigneusement construite s'effondrant autour d'elle. Elle examine les accusations fédérales pour crimes financiers, complot et soutien matériel aux organisations criminelles internationales. Oliver rendit compte à Adam. Le procureur pense qu'il peut en condamner 20 à perpétuité si cela disparaît au procès. Est-ce que cela ira en jugement? Adam a demandé, pas si elle coopère. Elle pose déjà des questions sur les accords de plaidoyer et la protection des témoins. Le procureur veut Brandon Douglas, et elle est le seul lien qu'ils ont avec lui. Adam sourit froidement. Le désespoir de Monica la pousserait à fournir tout ce dont les autorités avaient besoin pour retrouver Brandon, la transformant ainsi en appât pour le piège qu'Adam préparait à Bangkok. Vous pensez qu'il l'est? Monica a raconté un récit soigneusement élaboré sur la vraie nature d'Adam, le décrivant comme un violenteur domestique qui dirigeait une organisation criminelle sous le couvert d'une société de sécurité. Elle a affirmé que Casey se cachait parce qu'elle craignait pour sa vie et que Brandon avait essayé de les protéger tous les deux de la violence d'Adam. Casey a insisté. Les affirmations de Monica étaient-il vrai qu'ils étaient tombés sur quelque chose de bien plus grave que les délits financiers?
L'enquête du FBI sur Adam a commencé immédiatement avec des équipes de surveillance chargées de surveiller ses mouvements et des experts en criminalistique numérique examinant ses communications. Cependant, ce qu'ils ont trouvé n'était pas une preuve d'activité criminelle. Il s'agissait de l'intervention d'un entrepreneur en sécurité hautement professionnel dont le travail, bien que dangereux, était tout à fait légal. Mais Casey a parfaitement joué son rôle. Lorsque les agents du FBI l'ont finalement retrouvé dans une maison sur que Monica avait aménagée, elle leur a fourni des enregistrements soigneusement édités qui semblaient étayer les affirmations de sa mère. Fichier audio d'Adam discutant, éliminant les menaces et faisant disparaître les problèmes. Des conversations qui semblaient sinistres hors de leur contexte, mais qui faisaient en réalité référence à des opérations de sécurité légitimes. La performance de Casey était digne d'un Oscar. Elle se présentait comme une adolescente terrifiée qui avait découvert la vraie nature de son père et qui se cachait désormais pour sauver sa vie. Elle disposait de documents sur les contacts d'Adam avec des individus douteux, de photographies d'armes stockées dans leur maison et de dossiers financiers pouvant être interprétés comme des preuves d'activité criminelle. Mon père envisage de tuer ma mère et Brandon. Casey a dit à l'agent Logan en larmes dans ses yeux. Il a dit aux gens que le trahir était une condamnation à mort, et il tient toujours parole. J'ai peur qu'ils s'en prennent à moi ensuite parce que j'en sais trop. Le FBI a trouvé l'histoire de Casey convaincante, surtout lorsqu'elle est combinée avec le témoignage de Monica et les preuves qu'elle avait fournies. Ils ont commencé à monter un dossier contre Adam pour terrorisme domestique, complot en vue de commettre un meurtre et exploitation d'une entreprise criminelle. Mais Adam s'attendait à cette décision. À l'insu du FBI, la société d'Adam travaillait depuis des années avec les forces de l'ordre fédéral, fournissant des services de sécurité et un soutien en matière de renseignement pour des opérations sensibles. Le directeur adjoint Stephen Poe de la division antiterroriste du FBI avait personnellement travaillé avec Adam sur 3 affaires différentes et connaissait intimement son caractère et ses capacités. Lorsque l'enquête de l'agent Logan a atteint le bureau de Poe, il a immédiatement contacté Adam via des canaux sécurisés. Il monte un dossier contre vous. Poe prévenu lors d'un appel téléphonique crypté. Votre femme et votre fille ont fourni des preuves irréfutables que vous envisagez de les éliminer. En apparence, cela semble crédible, mais vous le savez mieux, a répondu Adam. Je sais toi, Ri. Je sais aussi que les gens ne fabriquent généralement pas de preuves aussi élaborées, à moins qu'ils ne cachent quelque chose de plus important. Que se passe-t-il réellement? Adam a fourni à Poe un briefing complet sur le complot contre lui. L'affaire, le vol financier, les projets d'assassinat de Brandon et la participation active de Casey à la collecte de renseignements pour ses ennemis. Il a également partagé les preuves que Carolina avait compilées à partir des aveux de Monica et des données de surveillance de Bangkok. Jésus-Christ, marmonna Potot après avoir examiné les documents. Votre fille fournit des renseignements à des criminels connus depuis plus d'1 an. Certaines des informations qu'elle a fournies ont déjà été utilisées dans des attaques contre mon personnel à l'étranger. Potot est resté silencieux pendant un long moment. Qu'avez-vous besoin de moi? Ils ont découvert des renseignements auprès de l'équipe de l'agent Logan. Les preuves ont montré que Monica et Casey n'étaient pas des victimes. Ils participaient activement à un complot visant à voler des informations classifiées et à éliminer un entrepreneur fédéral. Mais il était alors trop tard pour que Monica change de cap et elle était sur le point de découvrir que parier contre Adam Ri était la dernière erreur qu'elle aurait jamais commise. Et prêt pour l'opération qui éliminerait Adam Ri et assurerait sa nouvelle vie avec Monica et l'argent qu'ils avaient volé ensemble. Ce que Brandon ne savait pas, c'est que chaque membre de son équipe travaillait pour Alfonso Orozco et que la loyauté d'Alfonso appartenait entièrement à Adam Ri. La révélation est survenue à 3 heures du matin lorsque la planque de Brandon a été encerclée par les forces militaires du temps. Mais au lieu de l'arrêter, ils ont simplement attendu qu'une seule berline noire s'arrête devant la porte d'entrée. Adam Ri est sorti de la voiture, vêtu d'un équipement tactique et portant des armes que les autorités de Bangkok avaient discrètement accepté de négliger pendant les heures suivantes. Alfonso avait demandé les faveurs du gouvernement thaïlandais, s'assurant que tout ce qui s'était passé dans la planque cette nuit-là ne serait jamais officiellement enregistré. Le visage de Brandon est devenu blanc quand Adam a franchi la porte d'entrée, flanqué des mêmes mercenaires que Brandon pensait travailler pour lui. Bonjour, Brandon, dit doucement Adam. Nous devons parler. La pièce principale de la planque avait été vidée, à l'exception d'une seule chaise au centre et d'une table couverte de documents, de dossiers financiers, de journaux de communication et de photos de surveillance détaillant tous les aspects de la conspiration de Brandon. Tu as toujours été bon en planification, continua Adam en désignant les matériaux. 15 mois de préparation, soigneusement coordonnés avec ma femme et ma fille, vol d'argent, de clients,
d'informations classifiées. Toute une opération. Brandon essayait de garder son sang-froid, mais la sueur lui battait au front. « Adam, je sais à quoi ça ressemble, mais on dirait que tu es ma femme, as volé mon argent, retourné ma fille contre moi et prévoyais de me faire tuer, » interrompit Adam. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Adam contourna la chaise où Brandon était assis attaché, étudiant son ancien partenaire avec le même calcul froid qu'il avait autrefois utilisé pour interroger les combattants ennemis. L'argent que je peux remplacer, les dégâts commerciaux que je peux réparer. Mais vous avez touché ma famille, Brandon. Vous avez empoisonné l'esprit de ma fille et l'avez rendue complice d'une trahison. C'est impardonnable. Casey est venue nous voir, a déclaré Brandon désespérément. Elle a compris quel genre d'homme vous êtes vraiment et a voulu être protégée. Nous essayons de l'aider. Adam s'est arrêté de marcher. Quel genre d'homme suis-je, Brandon? Un tueur. Un monstre qui a perdu toute l'humanité après trop d'années dans des zones de guerre. Casey était terrifié par toi. Adam a souri et Brandon a senti son sang se glacer. Tu sais ce qui est drôle dans ce récit? C'est exactement ce que je m'attendrais à ce que quelqu'un dise s'il essayait de justifier ma trahison. Créer une histoire qui fait de moi le méchant pour que vous vous sentiez mieux en me poignardant dans le dos. Adam a sorti une tablette et a montré des images de surveillance de Brandon de la planque au cours de la semaine dernière. Que de me tuer. Vous étiez très curieux de savoir comment retrouver Casey une fois de retour aux États-Unis. Les images montraient Brandon dans des conversations détaillées sur les méthodes de suivi, posant des questions spécifiques sur la maîtrise et le transport d'adolescentes sans laisser de preuves. Tu vois, Brandon, je te connais. Je sais que tu as toujours eu un faible pour les jeunes filles. Je l'ai négligé parce que tu étais utile, mais je n'ai jamais oublié. Et maintenant tu as accès à ma fille de 16 ans qui te fait entièrement confiance. La façade de Brandon s'est finalement fissurée. Vous ne comprenez pas. Je comprends parfaitement. La voix d'Adam était mortellement silencieuse. Vous avez séduit ma femme pour avoir accès à ma fille. Monica n'a jamais été la véritable cible, n'est-ce pas? Casey l'était. La pièce devint silencieuse, à l'exception du bruit de la respiration difficile de Brandon. Adam avait découvert la vérité qui donnait un sens à tout le reste. Toute cette conspiration avait été conçue pour donner à Brandon Douglas l'accès à Casey. Depuis combien de temps planifiez-vous cela? Demanda Adam. Brandon ne répondant pas, Adam fit un signe de tête à l'un des hommes d'Alfonso, qui s'avança avec une paire de coupe-boulons. Je peux rendre cela facile ou difficile, a déclaré Adam. Mais tu vas tout me dire. S'ensuivit un interrogatoire systématique qui révéla la véritable ampleur de l'obsession de Brandon. Il surveillait Casey depuis 3 ans, attendant qu'elle grandisse, planifiant des scénarios élaborés pour avoir accès à elle. La liaison avec Monica avait été calculée dès le début comme un moyen de se rapprocher de la famille et de la retourner contre Adam. Le vol financier était secondaire, destiné à financer le projet de Brandon de disparaître avec Casey une fois Adam éliminé. Il lui avait déjà arrangé une nouvelle identité, un endroit éloigné où ils pourraient repartir à zéro ensemble. Monica ne le sait pas, Brandon a finalement admis. Elle pense que c'est une question d'amour et d'argent. Elle n'a aucune idée que j'ai soigné Casey, que tout ce que j'ai fait a été de la laisser seule et dépendante de moi. Adam ressentit une rage qui ne ressemblait à rien de ce qu'il avait connu au cours de 2 décennies de guerre. Ce n'était pas seulement une trahison. Il s'agissait d'un plan élaboré d'un pédophile visant à kidnapper et à maltraiter sa fille. Où est Casey maintenant? Demanda Adam. Une maison sur Détroit. Elle pense qu'elle se cache de toi. Mais en réalité, elle est exactement là où j'ai besoin qu'elle soit à mon retour. Adam se leva et se dirigea vers la table où ses armes étaient disposées. Alfonso, dégage le bâtiment. Cela va devenir compliqué. Ce qui s'est passé dans la planque de Bangkok au cours des 2 prochaines heures ne sera jamais officiellement enregistré. Une fois terminé, Brandon Douglas avait fourni à Adam tous les détails du complot, y compris l'emplacement de tous les actifs financiers, l'identité de toutes les personnes impliquées et toute la portée de ses plans pour Casey. Brandon avait également appris pourquoi Adam Lee était considéré comme l'un des hommes les plus dangereux de l'industrie militaire privée. La leçon a eu un coup qui le laisserait vivant mais définitivement brisé. Un rappel vivant de ce qui est arrivé aux personnes qui ont menacé la famille d'Adam. Alors que l'aube se levait sur Bangkok, Adam a passé une série d'appels téléphoniques cryptés aux États-Unis. Monica était déjà en détention fédérale, mais Casey était toujours libre,
croyant toujours qu'elle se cachait de son père au lieu d'attendre d'être livrée à un prédateur. Mais sa fille avait choisi de le faire. Le trahir, mais elle ne méritait pas ce que Brandon avait prévu pour elle. Malgré tout, Adam était toujours son père et il la protégerait des véritables intentions de Brandon. Mais une fois que Casey serait en sécurité, elle ferait face aux conséquences de sa trahison. La miséricorde d'Adam Reese avait des limites et Casey les avait toutes dépassées. Chapitre 8, la fin de partie de Détroit. Casey était assise dans l'entrepôt abandonné du quartier industriel de Détroit, vérifiant son téléphone crypté toutes les quelques minutes pour les mises à jour de Brandon. Cela faisait 3 jours depuis leur dernière communication et elle commençait à s'inquiéter du fait que quelque chose n'allait pas à Bangkok. Elle n'avait aucun moyen de savoir que Brandon Douglas était actuellement attaché à un lit d'hôpital dans une clinique privée de Bangkok, se remettant de blessures qui le laisseraient handicapé permanent, mais suffisamment vivant pour passer le reste de sa vie dans une prison thaïlandaise. L'entrepôt semblait être la cachette idéale, une planque officieuse que Brandon avait installée des mois plus tôt dans le cadre de leur plan d'évasion. Casey pensait qu'elle se cachait de la colère de son père pendant que Brandon rassemblait son équipe. En réalité, elle était exactement là où Brandon la voulait, isolée, dépendante et attendant qu'il revienne et atteigne son véritable objectif. Adam est arrivé à Détroit ce soir-là, après avoir volé directement de Bangkok à bord d'un jet privé. Son premier arrêt n'était pas l'entrepôt. Il s'agissait d'une rencontre avec le détective Ralph Ross, le cousin de Monica, qui avait participé à la mise en place initiale. Ross attendait dans un parking du centre-ville, visiblement nerveux à l'idée de cette réunion clandestine. En tant que vétéran de la police de Détroit depuis 20 ans, il pensait comprendre quel genre d'homme était Adam Reese. Le briefing des renseignements qu'il avait reçus du directeur adjoint du FBI, Potot, avait corrigé ce malentendu. Monsieur Reese, commença Ross. Je veux que tu saches que j'essayais juste d'aider ma famille. Monica m'a dit que tu étais violent, que Casey était en danger. Monica vous a dit beaucoup de choses, interrompit Adam. La plupart de ces mensonges sont destinés à faire de vous un complice de complot et de vol. La question maintenant est de savoir si vous allez m'aider à résoudre cette situation ou si vous allez passer le reste de votre carrière à lutter contre des accusations fédérales. Se cache de moi, mais elle attend en fait d'être livrée à un pédophile. Les images montraient l'interrogatoire de Brandon, y compris ses aveux détaillés sur ses véritables intentions envers Casey. Ross a regardé avec une horreur croissante l'homme que Monica avait décrit comme le protecteur de Casey se révéler être un prédateur qui avait prévu de kidnapper et d'abuser d'une jeune fille de 16 ans. Jésus-Christ, marmonna Monica. La négligence de Monica ne l'absout pas de responsabilité, dit froidement Adam. Mais pour le moment, ma priorité est d'éloigner Casey de cet entrepôt avant que le plan de secours de Brandon ne s'active. Adam a expliqué que Brandon avait pris des dispositions pour que ses associés à Détroit récupèrent Casey s'il ne revenait pas dans les 72 heures. Ce n'étaient pas les agents fédéraux auxquels Casey s'attendait. C'étaient des associés criminels qui la livreraient à des acheteurs sur le marché international du trafic d'êtres humains. Le ramassage est prévu pour ce soir, a poursuivi Adam. Casey ira volontiers parce qu'elle pense qu'il la met en sécurité. Le temps qu'elle réalise la vérité, il sera trop tard. Ross resta silencieux pendant un long moment, conscient de l'ampleur de son erreur. Que veux-tu que je fasse? Aide-moi à sauver ma fille. Quoi qu'elle ait fait, quoi qu'elle pense de moi, elle ne mérite pas ce que Brandon a prévu pour elle. L'opération a commencé à minuit. Adam s'est positionné en face de l'entrepôt pendant que Ross et 2 agents de confiance établissaient un périmètre. Le plan était simple. Intercepter les associés de Brandon avant qu'ils ne puissent atteindre Casey, puis extrayez-la avant qu'elle ne réalise ce qui se passait. Les criminels sont arrivés exactement à l'heure prévue. 3 hommes dans une camionnette noire qui n'étaient clairement pas des agents fédéraux. Ils se déplaçaient avec l'efficacité des personnes qui avaient déjà effectué ce genre de travail, portant des contraintes et des sédatifs qui ne laissaient aucun doute sur leurs intentions. Adam les laissa entrer dans l'entrepôt avant de déménager. Il voulait que Casey voie qui étaient ses véritables ennemis, qu'elle comprenne à quel point elle était proche d'un sort pire que tout ce qu'elle avait craint de la part de son père. La confrontation à l'intérieur de l'entrepôt a été rapide et brutale. Les 2 décennies d'expérience de combat d'Adam n'ont fait qu'une bouchée de 3 trafiquants d'êtres humains qui s'attendaient à récupérer une victime passive. Au moment où les tirs ont cessé, les 3 hommes étaient morts et Casey était accroupi derrière un conteneur d'expédition. Comprendre enfin la vraie nature de sa situation. Papa, la voix de Casey était petite, effrayée, rien à voir avec l'adolescent confiant qu'il avait trahi dans le cimetière. Bonjour, Casey.
Adam enjamba les corps des hommes venus la chercher, son arme toujours dégainée, mais pointée loin d'elle. Nous devons parler. La conversation qui a suivi a révélé à quel point Casey avait été manipulé par Brandon et Monica. Elle croyait sincèrement que son père envisageait de leur faire du mal. Que Brandon était leur protecteur et que se cacher dans l'entrepôt était l'option la plus sûre. Il allait me vendre, murmura Casey, fixant les attaches que portait l'un des morts. C'est vraiment de ça qu'il s'agissait, n'est-ce pas? Il ne s'est jamais soucié de maman ou de l'argent. Il voulait juste moi. Adam hocha la tête sombrement. Brandon Douglas était un pédophile qui a passé 3 ans à planifier pour avoir accès à vous. Tout le reste, la liaison, le vol, le complot, n'était qu'une couverture pour son véritable objectif. Casey a commencé à pleurer, comprenant enfin toute la portée de la façon dont elle avait été utilisée. Je l'ai aidé. Je lui ai donné des informations sur vous, sur votre travail, sur tout. Je pensais que je me protégeais moi-même et ma mère, mais je l'aidais à planifier votre kidnapping et votre abus. Adam a terminé. Oui. Le poids de sa trahison et de ses conséquences s'est abattu sur Casey d'un seul coup. Elle avait travaillé contre la seule personne qui avait réellement essayé de la protéger, aidant un prédateur à accéder à leur famille tout en décrivant son père comme le méchant. La réconforter, lui dire pour elle, tout irait bien, être le père aimant qu'il avait toujours été. Mais Casey avait fait des choix. Elle avait activement participé à un complot qui avait presque tout coûté et avait mis sa propre vie en danger. Elle l'avait trahi, volé et travaillé avec ses ennemis pendant plus d'1 an. Je sais que tu es désolé, Casey dit doucement Adam. Mais désolé ne répare pas les dommages que vous avez causés. Cela ne ramène pas la confiance que vous avez détruite ni ne répare les conséquences de vos choix. Casey le regarda, l'espoir et la peur dans les yeux. Que se passe-t-il maintenant? La réponse d'Adam déterminerait non seulement le sort de Casey, mais aussi celui de l'homme qu'il a choisi d'aller de l'avant. Trahison dans sa vie. Maintenant, vous apprenez que les actions ont des conséquences, dit finalement Adam, et que certaines erreurs ne peuvent jamais être annulées. Le prix de la trahison. 6 mois plus tard, Adam Ri était assis dans son bureau à domicile et examinait les conséquences de sa campagne pour la justice. Les murs étaient recouverts de nouveaux moniteurs de sécurité et son bureau contenait des dossiers documentant la destruction complète de tous ceux qui l'avaient trahi. Monica Sherman, dont elle avait légalement repris son nom de jeune fille, purgeait une peine fédérale de 15 ans de prison pour délits financiers, complot et soutien matériel à des organisations criminelles internationales. Son équipe juridique de haut niveau avait tout essayé, mais les preuves que Carolina avait aidé Adam à fabriquer étaient irréfutables. Monica aurait la cinquantaine avant de retrouver la liberté. Les comptes des îles Caïmans avaient été saisis par les autorités fédérales et l'argent avait finalement été restitué à Adam, victime de délits financiers. Les tentatives de Monica de réclamer la moitié de ses biens dans le cadre d'une procédure de divorce ont été rejetées lorsque sa condamnation pénale a invalidé leur accord prénuptial. Brandon Douglas est resté incarcéré dans un hôpital de Bangkok, paralysé de la taille aux pieds et risquant la prison à vie pour trafic d'armes et complot. Alfonso Orozco avait veillé à ce que les soins médicaux de Brandon soient juste suffisants pour le maintenir en vie et conscient, mais pas plus confortable que nécessaire. Le plus satisfaisant était que Brandon ne ferait jamais de mal à un autre enfant. Adam s'en était assuré lors de leur dernière conversation dans la planque de Bangkok, mais c'était le dossier de Casey qu'Adam ouvrait le plus souvent, et cela lui laissait toujours des émotions compliquées. Après l'incident de l'entrepôt, Casey avait été placé en détention préventive pendant que les enquêteurs fédéraux dévoilaient toute l'ampleur du complot. Sa coopération à l'enquête a été totale et dévastatrice. Elle a fourni des preuves qui ont conduit à l'arrestation de plusieurs organisations criminelles qui avaient utilisé les renseignements qu'elle avait volés à l'entreprise d'Adam. Le FBI avait offert à Casey la protection des témoins, reconnaissant que les ennemis de son père pourraient la cibler à cause des informations qu'elle possédait. Elle avait accepté, disparaissant sous une nouvelle identité dans un lieu que même Adam ne connaissait pas. Mais avant de disparaître, Casey lui avait laissé une lettre. Adam l'a gardée dans son coffre-fort personnel à côté de la dernière photo de famille qu'ils avaient prise ensemble quand elle avait 14 ans et croyait toujours que son père était un héros. « Papa, je sais que je ne mérite pas le pardon et je ne le demande pas. Je comprends maintenant ce que je vous ai fait, à vous, à notre famille et à votre peuple, qui ont été blessés à cause des informations que j'ai divulguées. Je comprends que Brandon m'a utilisé pour t'atteindre, mais je comprends aussi que j'ai choisi de l'aider. Personne ne m'a forcé à te trahir. J'ai passé 6 mois à essayer de comprendre comment je suis devenu quelqu'un qui pourrait faire ce que j'ai fait à son propre père.
Je pense que ça a commencé quand j'ai eu peur de la dangerosité de votre travail. Et Brandon m'a convaincu que ça signifiait que tu étais dangereux aussi. Il m'a fait croire que t'aimais signifiait que j'étais en danger et que me protéger signifiait te détruire. J'avais tort sur tout. Tu ne nous as jamais fait de mal. Vous ne nous avez jamais menacés. Tu étais juste un père essayant de subvenir aux besoins de sa famille. Et j'ai remboursé ton amour par une trahison. Je sais que tu ne peux plus me faire confiance. Je sais que je ne peux pas rentrer à la maison. Je sais que ce que j'ai fait a brisé quelque chose entre nous qui ne pourra jamais être réparé. Mais je veux que tu saches que je me souviens de qui tu es vraiment et que je suis fier d'être ta fille, même si je ne mérite pas de l'être. J'espère qu'un jour tu pourras penser à moi sans colère. J'espère que vous vous souvenez de la petite fille qui pensait que son père pouvait tout faire avant que je ne devienne l'adolescente qui aidait les étrangers à essayer de le détruire. Je t'aime, papa. Je suis désolé d'avoir oublié comment le montrer, Casey. Adam avait lu la lettre des centaines de fois, et elle ne manquait jamais de lui rappeler la vérité fondamentale qu'il avait apprise de cette expérience. La trahison était plus dévastatrice lorsqu'elle venait de ceux que vous aimiez le plus. Jesse Frédéric entra dans le bureau sans frapper, un privilège qu'il avait acquis grâce à sa loyauté inébranlable au cours de la période la plus sombre de la vie d'Adam. Les détails de Bangkok sont réglés, a rapporté Jesse. Alfonso dit que Brandon a essayé de se pendre la semaine dernière, mais les gardes l'ont abattu. Il vivra assez longtemps pour purger la totalité de sa peine. Adam hocha la tête sans lever les yeux de la lettre de Casey. Et l'enquête à Détroit s'est terminée. Le détective Ross prend une retraite anticipée, mais aucune accusation n'a été déposée. Le rapport officiel répertorie les associés de Brandon comme trafiquants d'êtres humains éliminés lors d'une opération fédérale visant à protéger un témoin mineur. Bien. Adam a enfermé la lettre dans son coffre-fort et s'est tourné vers Jesse. Et notre entreprise. Plus fort que jamais. Il s'avère que survivre à une tentative coordonnée de trahison et d'élimination a amélioré notre réputation dans certains cercles. Nous avons plus de contrats à haut risque que nous ne pouvons en gérer. Jesse fit une pause, étudiant l'expression de son patron. Vous savez, l'offre de Casey est toujours valable. Le FBI dit que vous auriez pu superviser vos contacts avec elle si vous le vouliez. La protection des témoins ne signifie pas un isolement complet. Adam y réfléchit comme il l'avait fait à plusieurs reprises au cours des derniers mois. Casey était toujours sa fille, et une partie de lui manquait à la fille qu'elle avait été avant que la manipulation de Brandon ne la transforme en ennemie. Mais la confiance, une fois brisée par la trahison, ne pourra jamais être entièrement rétablie. Non, dit finalement Adam. Casey a fait son choix lorsqu'elle a décidé d'aider mes ennemis. Le fait qu'elle ait été manipulée ne change rien aux conséquences de ses actes. Elle est plus en sécurité sous la protection des témoins et je suis plus en sécurité sans savoir où elle se trouve. Jesse a hoché la tête, comprenant la logique, même s'il n'était pas d'accord avec cela. Et si elle essaie de vous contacter, elle ne le fera pas. Casey est assez intelligente pour savoir que Bridge est définitivement brûlé. Plus tard dans la soirée, Adam se tenait sur le balcon de sa maison reconstruite, regardant les lumières de la ville de Birmingham Hills. La maison semblait différente maintenant, plus grande, plus vide, il avait fait rénover toute la propriété après le départ de Monica et Casey, supprimant toute trace de la vie qu'il avait construite avec les gens qu'il avait finalement trahis. Les cicatrices physiques de leur complot étaient cicatrisées, mais les cicatrices psychologiques étaient plus profondes. Adam se retrouvait incapable de faire confiance à ses relations personnelles, considérant chaque interaction sous l'angle d'une trahison potentielle. Un message sécurisé provenant d'un crypté numéro. Pendant un instant, Adam se demanda si ce n'était pas Casey, trouvant un moyen de tendre la main malgré les barrières qui les séparaient. Au lieu de cela, il s'agissait d'une offre de contrat émanant d'une agence gouvernementale qui nécessitait une personne possédant les compétences spécifiques et la flexibilité morale d'Adam. Le travail impliquait l'élimination d'une cellule terroriste qui ciblait des civils américains à l'étranger, un travail qui le ramènerait dans le monde familier de la violence justifiée et des ennemis évidents. Adam a accepté le contrat sans hésitation. Il avait appris que le monde des relations familiales et émotionnelles était trop compliqué, trop plein d'opportunités de trahison et de manipulation. Le monde de la violence professionnelle était plus simple, plus honnête et infiniment plus sûr pour quelqu'un qui ne pouvait plus se permettre de faire confiance. Alors qu'il se préparait pour le déploiement, Adam s'est permis une dernière pensée sur la famille qu'il avait perdue. Monica passerait la décennie suivante en prison, payant pour sa cupidité et sa trahison. Brandon passera le reste de sa vie comme un homme brisé dans une prison étrangère, payant pour ses intentions prédatrices envers un enfant.
Et Kazé passerait le reste de sa vie cachée, payant le choix de trahir la seule personne qu'il avait aimée inconditionnellement. La justice avait été rendue, mais Adam Ri avait appris que la justice et le bonheur étaient des choses très différentes. Il avait gagné sa guerre contre les gens qu'il avait trahis, mais la victoire lui avait coûté la capacité d'éprouver le genre d'amour et de confiance qui valait la peine d'être vécu. En fin de compte, Adam se dit que cela aurait pu être la conséquence la plus cruelle de toutes. Ses ennemis avaient été détruits, mais en les détruisant, il avait également détruit la partie de lui-même qui avait pu être trahie en premier lieu. L'homme qui avait été autrefois un mari et un père aimant avait disparu pour toujours, remplacé par quelqu'un de plus dur, de plus froid et infiniment plus dangereux. C'était exactement ce que ces traîtres avaient mérité, et exactement ce qu'Adam Ri était devenu. L'appel téléphonique qui avait déclenché ce cauchemar résonnait dans sa mémoire. « Monsieur, vous feriez mieux de rentrer à la maison. Le nouveau petit ami de votre femme est avec votre fille. » Adam était rentré à la maison et il l'avait constaté par lui-même. Ce qu'il avait vu l'avait transformé d'un homme capable d'aimer en un homme qui ne pouvait que survivre. Récupéré. C'est là que notre histoire se termine.